Les statues d'Alexandrie ne cessent de bouger. On en passe la commande avec déjà l'idée de l'endroit où on va les ériger. Puis, après plusieurs siècles, ou seulement quelques décennies, ces monuments sont démontés, déboulonnés. On les range dans un endroit où personne ne pourra les voir pour les ressortir et leur choisir un nouveau lieu d'exposition. Ce phénomène est particulier à Alexandrie. Ailleurs, lorsque l'on condamne une statue, on la vend au prix du métal. On la fond, on la fait disparaître définitivement. À Alexandrie, le traitement est plus clément et l'on voit réapparaître un beau jour, soudainement, sans fanfare ni explication, des statues disparues depuis un demi-siècle. Les statues bougent, les obélisques aussi, et cela a commencé dès l'Antiquité. En 270 avant Jésus-Christ, Ptolémée II avait bâti un temple funéraire en l'honneur de son épouse défunte, Arsinoé II. Un obélisque emprunté au sanctuaire d'Héliopolis en marquait l'entrée. Resté pendant 3 siècles devant l'Arsinoéion, l'obélisque avait ensuite été déplacé de quelques centaines de mètres vers l'une des agoras d'Alexandrie. Puis, Caligula le fait emporter à Rome pour le placer au centre du Circus Vaticanus. L'apôtre Pierre a été crucifié la tête en bas au pied de l'obélisque, à quelques mètres de la basilique actuelle. Enfin, en 1586, le pape Sixte Quint lui fait entreprendre un dernier voyage jusque sur la place Saint-Pierre. Un ancien compagnon maçon, Domenico Fontana, conçoit une machine pour déplacer l'obélisque et l'ériger sur la place. Ce monolithe, de plus de 25 mètres de hauteur, dont le poids dépasse 750 tonnes, s'y trouve encore aujourd'hui. L'hôtel Métropole à Alexandrie. Les clients savent-ils qu'ils occupent une chambre là où s'élevait jusqu'au XIXe siècle une paire d'obélisques pharaoniques qui marquaient l'entrée du plus beau temple de la ville, le Césaréum. 14 siècles avant notre ère, le pharaon Thoutmosis III avait érigé 2 obélisques en granit d'Assouan dans le grand sanctuaire du dieu soleil à Héliopolis, près du Caire moderne. En 13 avant Jésus-Christ, Auguste les fait venir à Alexandrie pour décorer l'entrée du Césaréum, le temple construit pour le culte impérial. Une inscription gravée sur un crabe de bronze, l'un des 4 qui servaient de cale à l'obélisque, le confirme. L'an 18 de César, Barbarus, préfet d'Égypte, a fait ériger cet obélisque par les soins de l'architecte Pontius. Ces 2 obélisques, surnommés par les voyageurs aiguilles de Cléopâtre, seront admirés, décrits, dessinés, photographiés jusqu'à la fin du XIXe siècle. Mohamed Ali avait offert en 1817 à l'Angleterre l'une de ces 2 pierres. 60 ans plus tard, les Anglais demandent au Khedive Ismaïl la confirmation de ce don et choisissent par économie l'obélisque couché par un séisme au Moyen Âge. Inséré dans un cuvelage d'acier, il est tracté par un bateau en direction de Londres. Mais il chavire au cours d'une tempête dans le golfe de Gascogne. Repéré et récupéré par un autre navire anglais qui croisait dans les parages,
Il arrive finalement à Londres en janvier 1878. Il est érigé dans la capitale de l'Empire britannique. On peut encore l'admirer, entouré de sphinx en bronze, au bord de la Tamise. Deux ans après, en 1879, les Américains suivent l'exemple anglais et réclament leur obélisque. Malgré les oppositions tant égyptiennes qu'américaines à l'idée de dépouiller Alexandrie de l'un de ses derniers fleurons, un impressionnant mécanisme en acier permet de coucher l'obélisque. Puis il est transporté au port ouest. Le capitaine Henry Göring fait découper une ouverture dans la coque d'un navire, puis fait introduire l'obélisque à bord par un plan incliné en le faisant rouler sur de vieux boulets de canon. Le voyage se passe sans problème. À New York, il faut mettre le navire en cale sèche, redécouper la coque pour extraire le monolithe et le faire glisser en le tractant pour l'amener jusqu'à Central Park où il est érigé de façon spectaculaire par un portique d'acier à bascule. On peut depuis l'admirer dans la verdure face au Metropolitan Museum. Quel long voyage depuis la découpe de ces deux obélisques dans les carrières d'Assouan jusqu'au bord de la Tamise pour l'un et New York pour l'autre, avec une étape de 14 siècles à Héliopolis et 19 autres siècles à Alexandrie. Le phare d'Alexandrie, souvent représenté sur des monnaies. Sa construction, ordonnée en 297 avant Jésus-Christ par Ptolémée Ier, a duré 14 ans. 6 statues colossales se dressent sur l'esplanade du monument. Un couple se distingue par sa hauteur étonnante, plus de 10 mètres pour ces deux statues monolithiques taillées dans des blocs de granit rose provenant des carrières d'Assouan. Ces deux colosses ont été retrouvés sous l'eau, dans le site immergé du phare, détruit lors d'un tremblement de terre en 1303. Posés sur des bases de 2,60 m de haut, chaque ensemble dépasse les 35 tonnes. Bérénice Ier a été sortie des eaux de la Méditerranée par la marine égyptienne en novembre 1962, à l'instigation de son inventeur, Kamal Abou el-Sadat, le pionnier de l'archéologie sous-marine égyptienne. Elle apparaît sous les traits de la déesse Isis, coiffée de sa couronne athorique. Elle est d'abord installée dans le sanctuaire de Sarapis, au pied de la colonne de Pompée, puis elle est transportée au début des années 1980 sur la pelouse du musée maritime où elle se trouve toujours. Mais elle n'est pas complète. Sa couronne est exposée au musée en plein air du théâtre romain, tandis que sa base se trouve toujours sous l'eau.
peine sorti des eaux de la baie d'Alexandrie, Ptolémée Ier a été conduit au laboratoire du théâtre gréco-romain pour être débarrassé de ses coquillages marins. En 1998, la statue est envoyée en France et présentée devant le Petit Palais dans le cadre des manifestations de l'année France-Égypte. L'exposition La gloire d'Alexandrie va attirer plus de 200 000 visiteurs. Puis Ptolémée poursuit par la route son périple jusqu'au musée d'archéologie sous-marine de l'Éphèbe au Cap d'Agde. La statue retourne ensuite à Paris pour prendre l'avion vers Alexandrie. Aujourd'hui, le constructeur de l'antique bibliothèque se dresse fièrement à l'entrée de la moderne Bibliotheca Alexandrina. Il est représenté non pas en roi grec, mais en pharaon, maître de tout le pays égyptien, coiffé de la double couronne de Haute et Basse Égypte. Quant à sa base, on peut la voir près de son épouse au musée maritime. Au cours du XVIIIe et du XIXe siècle, plusieurs voyageurs décrivent les restes d'un portique antique et de statues colossales en granit gris sur les bords du lac Adra. Il serait situé à 20 minutes à l'est d'Alexandrie en calculant la vitesse sur le pas d'un âne. Sur une planche de l'ouvrage publié par le célèbre égyptologue allemand Lepsius en 1842, apparaissent deux têtes colossales. Il s'agit de Marc-Antoine et Cléopâtre. Il était représenté en pharaon, elle en Isis, et se tenait par la main. L'égyptologue belge Pierre Gilbert en a proposé une reconstitution. En 1907, Marc-Antoine est transporté dans le jardin du musée gréco-romain mais celui-ci fermant ses portes en 2005 pour rénovation, il traverse Alexandrie et gît dans le site archéologique de Kom el-Shougafa. Quant à Cléopâtre, elle voyagera plus loin. Daninos Pacha, fouilleur et pourvoyeur d'antiquités, la vend en 1911 à Raoul Varroquet. L'industriel belge l'installe dans son château de Marimont, aujourd'hui transformé en musée, où on peut toujours l'admirer. Plus de 3000 km séparent désormais le couple désunis. Des fouilles archéologiques ont été entreprises à partir de 2004 sur l'endroit indiqué par les voyageurs. Les restes de deux portiques ont été mis au jour avec des colonnes de granit signalées dès 1743. Mais aujourd'hui, les immeubles modernes occultent définitivement le site. Il y a aussi les statues qui bougent toutes seules. C'est le cas de celle de Sarapis. Peu avant la destruction de son sanctuaire par les chrétiens, la statue en fer du soleil sur son char était suspendue en l'air et se déplaçait d'elle-même pour rejoindre la statue du dieu barbu et lui donner un baiser qui la rechargerait en énergie héliaque. Les fidèles crédules criaient au miracle. C'est Ptolémée Ier qui avait instauré le culte de cette nouvelle divinité, Sarapis, en faisant venir la statue de la ville de Sinope sur les rives de la mer Noire. Le culte de ce dieu allait connaître un énorme succès. Des temples de Sarapis sont construits tout autour de la Méditerranée. À Alexandrie même, le sanctuaire de Sarapis, le Sarapeion, devient le plus important de la cité. En haut d'une volée de 100 marches, il domine la ville dans l'axe de l'Heptastade, la chaussée-pont qui mène jusqu'à l'îlot de Pharos.
Son culte va durer jusqu'à l'interdiction du polythéisme en 391 après Jésus-Christ. De même, dans le temple funéraire d'Arsinoé II, son époux et frère Ptolémée II projetait d'installer une statue de la reine défunte sous la coupole, maintenue en l'air, sans soutien apparent. Ces deux phénomènes étonnants montrent la maîtrise des ingénieurs alexandrins dans l'usage et le maniement des pierres naturellement aimantées que l'on trouve dans le désert. À partir de la fin du XIXe siècle, de nouvelles statues vont être commandées à des artistes égyptiens, grecs, italiens et français. Le sculpteur animalier Henri Jacquemart a réalisé à Paris nombre de chefs-d'œuvre. Des griffons, place Saint-Michel, un rhinocéros à l'entrée du musée d'Orsay, des sphinx pour la fontaine du Palmier, place du Châtelet, des lions pour la fontaine du Château d'Eau, place Félix Éboué, un autre lion dans le Jardin des Plantes et bien d'autres. Le Khedive Ismaïl lui passe la commande d'une statue en bronze de son grand-père, Mohamed Ali, le fondateur de la dynastie égyptienne. Elle est présentée au Salon de Paris en 1872 et connaît un succès certain. Elle est érigée à Alexandrie, sur la place des Consuls, rebaptisée pour l'occasion place Mohamed Ali. Statue d'un Mohamed Ali imperturbable, défiant l'adversité. Son érection est l'occasion d'émeutes suscitées par une fatwa d'imam refusant la représentation humaine. En 1882, les bombardements d'Alexandrie par les Anglais détruisent tous les immeubles du quartier, mais épargnent de façon inattendue la statue qui reste un point de repère immuable pour les Alexandrins. Elle devait à l'origine être protégée par 4 lions, plus grands que nature, dus au même Jacquemart. L'ingénieur, Linan de Belfond, les détourne vers le Caire, afin d'orner le pont qu'il terminait à Kasr-el-Nil, où il se trouve jusqu'à aujourd'hui. En 1931, le pont est élargi. Il ne suffisait plus à la circulation automobile. Les lions sont alors envoyés au jardin zoologique de Gizeh. Ils y passeront plus de 2 ans avant de retrouver leur place de chaque côté du Nil. Dans le quartier grec, la rue des Ptolémées débouche au nord sur le jardin de Noubar Pacha. Après la mort de Noubar à Paris en 1899, une souscription publique en souvenir de l'ancien premier ministre des Khedives Ismaïl puis Taoufik Ier et enfin Abbas II avait permis d'y ériger sa statue en bronze, œuvre d'un célèbre portraitiste français, Denis Puech. La statue de Mariette, aujourd'hui dans le jardin du musée égyptien du Caire, est l'une des innombrables statues et bustes d'hommes célèbres, artistes et politiciens que Denis Puech a réalisés dans son atelier parisien. Le sculpteur est aussi l'auteur d'une longue série de monuments aux morts dans la France d'après 1918. Un musée lui est consacré dans la ville de Rodez. Lors de la Révolution de 1952, la statue de Noubar est remplacée par un tirage en ciment de la gardienne des secrets du sculpteur Mahmoud Mortar. Quant à Noubar, il est transporté dans l'arrière-cour du musée des Beaux-Arts d'Alexandrie.
Craignant que la statue ne soit fondue, le chef de la communauté arménienne essaie de négocier son rachat, mais en vain. Un demi-siècle plus tard, sans qu'aucune explication n'en soit donnée, la statue de Noubar réapparaît subitement, sans toutefois retourner sur sa base d'origine. Elle est installée devant la façade de l'Opéra d'Alexandrie, où on peut l'admirer aujourd'hui. Noubar est coiffé du tarbouche des fonctionnaires égyptiens. Les livres sous son fauteuil font allusion à son rôle décisif dans la création du système des tribunaux mixtes. Sur la statue figure la phrase inspirée d'Aristote « La justice est la base de tout gouvernement ». Une autre représentation de Noubar a été sculptée par Puech, cette fois en haut relief et en marbre blanc. Placée dans un écrin de granit rose en forme de façade de temple pharaonique, elle est installée dans la propriété de la communauté arménienne à Alexandrie. Elle fait partie d'un groupe de tombes d'Arméniens célèbres, dont Boros Bey, un parent de Noubar, ministre de Mohamed Ali. Saad Zarloul est le héros de la lutte nationale contre les Britanniques qui occupent l'Égypte depuis 1882. En 1919, il fonde le parti Wafd et mène les manifestations qui le conduisent à l'exil à Malte, puis aux Seychelles. Mais il revient en 1923 pour devenir un an plus tard Premier ministre, puis chef de l'Assemblée. Mais il décède à l'âge de 68 ans en 1927. Une statue en bronze de ce leader est due au sculpteur Mahmoud Mortar, l'auteur célèbre de la Renaissance de l'Égypte près de l'université au Caire et de nombreux autres chefs-d'œuvre. Certains sont exposés dans le musée Mortar à Géziré. À l'âge de 20 ans, Mortar gagne un prix qui lui permet de se rendre à Paris pour parfaire ses talents de sculpteur. Il y rencontre Saad Zarloul en 1919 et adhère au parti Wafd. Le nationalisme et l'idéalisme inspirent sa création. Dans son atelier de Paris, il façonne la statue de Saad Zarloul, plus grand que nature. Son épouse, Safia Zarloul, visite l'atelier en 1930. La statue est fondue pour être érigée à Alexandrie, face à la mer, symbole de l'ouverture de l'Égypte vers la Méditerranée, ainsi qu'au Caire, face au pont Kasr el-Nil, symbole des révolutions à venir. En 1927, la colonie italienne d'Alexandrie se cotise pour construire un monument à l'endroit où les jardins français donnent sur la mer face à l'entrée du consulat de France. Ils font appel à un célèbre architecte italien installé en Égypte, architecte en chef des palais royaux, Ernesto Perucci Bey. Il bâtit une colonnade en demi-cercle, écrin de travertin blanc importé d'Italie pour mettre en valeur la statue en bronze du Khedive Ismaïl, œuvre du sculpteur réputé Pietro Canonica. Ses nombreux portraits de souverains sont exposés à Rome dans le musée Canonica et dans d'autres pays comme en Turquie. À Istanbul, un monument sur la place Taksim représente Atatürk et ses camarades. À Izmir, sa statue équestre fait face à la Méditerranée.
Le 2 décembre 1938, l'inauguration de la statue du Khedive Ismaïl, en présence du roi Farouk, est l'occasion d'une manifestation fasciste, avec les chemises noires de la colonie italienne. Après la Révolution, le monument devient le tombeau du soldat marin inconnu. La statue est déboulonnée et disparaît du paysage alexandrin. Au début des années 2000, la statue réapparaît soudain, non pas sur le site d'origine, mais installée sur une haute base en forme de pyramide tronquée, rue Safia Zarloul, devant le site archéologique de Komeldik. Alexandre le Grand est le patron de la cité qu'il a créée ex nihilo et à laquelle il a donné son nom grec. Mis à part quelques portraits conservés au musée gréco-romain, aucune représentation antique d'Alexandre n'a subsisté dans sa ville. En 2002, la communauté grecque d'Alexandrie décide d'offrir à la ville une statue en bronze due au sculpteur Konstantinos Palaiologos. Η τιμή που μου έγινε να φιλοτεχνήσω τον έφυπο Ανδριάντα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του στρατιλάτη των στρατιλατών όλων των εποχών, για μένα είναι το ωραιότερο δώρο της ζωής μου. Σας ευχαριστώ. La statue est fondue à Athènes, puis elle prend le ferry-boat au Pirée pour arriver à Alexandrie. Accompagnée par toute une joyeuse foule, par des représentants officiels égyptiens et grecs, et par des Grecs en costume traditionnel, elle est transportée en grande pompe jusqu'à son emplacement final. Alexandre se dresse désormais près de l'horloge florale, rue d'Aboukir, regardant l'entrée de la ville, la Platéia, principale voie est-ouest de l'Alexandrie antique, la moderne rue Fouad. Le fondateur de la ville, cuirassé, chevauche Bucéphale, brandissant une petite statue de Niké, la victoire. L'ensemble symbolise la paix après la guerre, l'arrivée d'un Alexandre pacifique pour bâtir la nouvelle capitale de l'Égypte. Lors d'une exposition sur la Piazzetta de la Biblioteca Alexandrina en 2007, des œuvres réalisées par des artistes locaux présentaient les principaux acteurs de la science alexandrine. Euclide, Manéthon, Hypatie, quant à elle, était représentée avec le pan de sa toge ouvert. Cette statue d'Hypatie a été réalisée par Tarek El-Koumi dans son atelier. هو كان في فترة المكتبة عاملة أسبوع ورك شوب لمجموعة من الفنانين المصريين في مركز تجميل المدينة، وحبوا إن احنا نعمل الدورة دي شخصيات من الإسكندرية. فطبعا ادونا مجموعة شخصيات، أنا قريت عن هيباتيا، كنت طبعا أعرف قصة هيباتيا، فتفاعلت معاه وتأثرت فعلا بالشخصية وتخيلت فعلا حياتها كانت عايشة ازاي، وازاي انها كانت بتقوم بدور تنويري، وان المجتمع في الوقت ده ما قدرش انه يتمن رؤيتها ونظرتها وتحليلها للاوضاع سواء الاجتماعية او الدينية، وتم اضطهادها ولاقت من الاغتراب في وطنها ومن النقد، وكان بيبقى في الحالة دي افتكرت صراعات حالية
بين الجهل والظلام والنور. ففعلا تأثرت بيها، حبيت ان انا اخلدها بشكل مش واقعي. اخدت فعلا المعاناة عملتها لهيئة الشخصية اللي هي بتصعد للسماء في حالة من السمو والشموخ. Hypatie est née à Alexandrie vers 370 après Jésus-Christ. Elle est la fille de Théon, mathématicien et directeur de la bibliothèque d'Alexandrie. Dans l'un des auditoriats de la ville, elle a enseigné à son tour les sciences et la philosophie. Selon les auteurs anciens, elle attirait un nombre presque infini de personnes qui accouraient en foule pour l'écouter. En ces périodes troublées, les chrétiens avaient été persécutés jusqu'au début du IVe siècle après Jésus-Christ. Mais en 391, le christianisme devient la religion officielle de l'Empire romain et 2 ans plus tard, les dieux païens sont officiellement bannis d'Alexandrie. Le principal sanctuaire polythéiste de la cité, le Sarapeion, est détruit. En 415, Hypatie, symbole de la science païenne, est dépouillée en pleine rue de sa toge universitaire et assassinée par des moines chrétiens. À l'issue de l'exposition sur la Piazzetta, sa statue va accueillir les visiteurs à l'entrée de la Biblioteca. Les autres statues seront dispersées dans les différents centres culturels de la ville. Ces voyages incessants reflètent l'idéologie du moment. En empruntant des statues et des obélisques au sanctuaire pharaonique d'Héliopolis, les Ptolémées voulaient donner une vénérabilité à leur nouvelle capitale et l'ancrer dans l'histoire de l'Égypte. À leur tour, Européens et Américains vont vouloir ajouter une épaisseur historique à leur capitale en leur conférant un décor égyptisant. Pour les statues restées à Alexandrie, l'idéologie prévaut également. Celles qui rappellent l'Ancien Régime des vicerois et des khedives sont soudain arrachées de leur socle pour être mises au placard et remplacées par des œuvres plus conformes aux dogmes artistiques de la Révolution. Leur récent retour peut être interprété comme une réconciliation de l'Égypte avec sa longue histoire et aussi par le respect envers la beauté de ces chefs-d'œuvre de la statuaire dus aux meilleurs sculpteurs égyptiens et européens.